Dans un instant, vous suivrez la grande édition du journal de la mi-journée. Voici la pub sur Radio Lomé. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Citoyennes, citoyens, les pluies arrosent déjà presque tout le pays. Commençons dès à présent la mise en terre des plants, là où le climat est favorable. Vite planter et bien entretenir les plants, c'est garantir leur meilleure croissance. Ensemble, plantons des arbres pour réaliser l'ambition décennale de reboisement d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Ceci est un message du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'écouter Radio Lomé. À la une de cette édition, l'autorité du bassin de Volta forme sur les systèmes d'alerte précoce. C'est dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le vivre ensemble en paix est le sujet qui retient l'attention au cours de cette journée du 16 mai. Il se fonde sur le respect mutuel et l'acceptation de la pluralité. Les éléments qui contribuent à vivre ensemble à découvrir dans ce journal. Nous la consommons pour son goût délicieux, mais elle a également des vertus pour notre santé. Il s'agit de la mangue. Les propriétés bénéfiques de ce fruit à suivre dans cette édition. Et puis sport, football, préparatif de la première édition de la Coupe UFOAB des moins de 20 ans au Ghana. Les éperviers dames se produisent en amical cet après-midi face à leurs homologues du Bénin. Ce sera à 15h au stade de Kégué à Lomé. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Tous les pays ayant le bassin de Volta en partage sont à Lomé pour 4 jours de formation. Ils renouvellent leurs connaissances sur les prévisions et les alertes précoces. Il s'agit donc de lutter contre les inondations et la sécheresse. Les travaux vont aboutir à plusieurs décisions, selon Dessoassi Yaovi Robert, directeur exécutif de l'autorité du bassin de Volta. Le produit technique et scientifique qui est en train d'être mis au point pour nous permettre de faire de la prévision, de lancer des alertes sur la survenue de ces phénomènes. Cet outil, en un mot, quand on introduit les données de pluie, de température, de niveau d'eau, nous indique d'un point à l'autre les niveaux d'eau, où est-ce que ça dépasse la normale, et au sorti, on a un bulletin d'information sur la situation d'une localité à une autre. Retrouvons Dessoassi Yaovi Robert pour les efforts déjà accomplis dans ce processus d'alerte précoce. Dans la sous-région, je peux dire qu'on a des modèles de circulation générale. Le centre régional Agrimet, le champion en cela. Nous avons le centre Ouaskal. Nous travaillons avec tous ces gens-là. Nous venons de faire la prévision hydroclimatique saisonnière dans toute la sous-région. Les tendances dans le bassin, nous aurons à l'ouest du bassin une tendance normale à excédentaire et à l'est une tendance normale à déficitaire. Nous attendons cette année à 2 situations au niveau de tout le bassin de la Volta. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Ouverture ce matin à Lomé de la 2e conférence avicole panafricaine CAP. Cette conférence qui s'intéresse à l'élevage de la volaille réunit les spécialistes, les industriels et les formateurs du domaine de la production avicole. Cette réunion leur permettra de partager les expériences mais aussi d'échanger sur les défis de la production avicole en Afrique. Raoul Tetonyaki pour le compte rendu. Pendant 3 jours de travaux, ces spécialistes en sciences aviaires ou élevage de volailles vont plancher sur la compétitivité et l'inclusivité des chaînes de valeur avicoles en Afrique.
Au cours de ces assises, les sessions sur la production des poussins d'un jour, l'alimentation et un panel sur les défis et perspectives du financement avicole seront abordés. Les difficultés liées à ce secteur sont énormes. Professeur Kokutona, vice-président du comité d'organisation. Nous avons des maillons qui manquent. Par exemple, si on veut produire les poussins d'un jour, il faut des œufs à couver, donc il faut des poules parentales ou encore des reproducteurs. Ce maillon-là manque. Ça fait que le prix de revient de poussins d'un jour devient plus cher. Presque, nous sommes en train de travailler sérieusement sur ça. Depuis quelques années, nous avons quand même des repros qui sont en place. Nous produisons des poussins d'un jour, mais il faut qu'on monte maintenant à l'échelle pour que le prix soit suffisamment réduit. Je ne vais pas laisser de côté le côté financement. Personnellement, je ne vois pas de système de crédit adapté à la filière avicole. Ouais, les taux d'intérêt ne les arrangent pas trop. En ouvrant les travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iwateba, a fait le diagnostic des maux qui minent le domaine avicole. L'agriculture doit être faite par des intellectuels. C'est aux intellectuels de donner l'exemple dans les champs. Mais quand nous produisons dans nos écoles des agronomes, c'est pour devenir députés, c'est pour avoir des postes en ville, alors que leur rôle, c'est être dans les champs, encadrer les paysans pour que nous puissions renforcer et inverser substantiellement ce que nous voulons faire de notre agriculture. Il faudrait que, avant de faire cette conférence, que nous nous demandions, est-ce que nous avons sécurisé la filière qui permet vraiment de s'y lancer? Cette grande question-là, nos écoles doivent y penser et doivent leur apporter des solutions. Cette conférence a été initiée par le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, et l'Association mondiale des sciences avicoles, WPSA, branche Togo. Et la campagne agricole 2023-2024 se poursuit. 123 tonnes d'engrais sont mises à la disposition des producteurs. Pour faciliter l'accès à cet intrant agricole, 215 points de vente ont été installés sur toute l'étendue du territoire national. Une stratégie qui vise à améliorer les rendements, selon le directeur général de la CAGIA, le Centre d'approvisionnement et de gestion d'intrants agricoles. Outre les engrais, la mécanisation est encouragée. Les producteurs vont pouvoir s'équiper en bénéficiant de prêts à taux attractifs. Un autre sujet dans cette édition, le monde observe ce mardi la journée internationale de la lumière. Une journée décrétée par l'UNESCO pour commémorer la première opération réussie du laser en 1960. Aujourd'hui, plusieurs travailleurs sont exposés à la lumière des écrans. Quels sont les risques qu'ils encourent? Élément de réponse dans ce dossier d'Hervé Segbonou présenté par Geneviève Bouillon. Dans la vie socio-professionnelle, pour mener à bien leurs activités, les travailleurs se servent de plusieurs outils, notamment l'ordinateur, tablette, portable et télévision, pour ne citer que cela. Les yeux de ces utilisateurs subissent parfois des effets que relève ici le médecin Abbé Abevi Eli, ophtalmologue chirurgien. C'est les effets de la lumière bleue sur les yeux. C'est une sorte de lumière qui fait partie du spectre de lumière émis par les écrans. Et une partie de cette lumière bleue est nocive à la langue sur l'effet d'addition et d'exposition en longue durée, nocive donc à la rétine, qui est une partie non moins importante de l'œil qui contribue à une bonne vision. Deuxième effet, c'est l'effet sur le développement visuel des tout petits, des enfants, surtout à l'âge où le système visuel est encore en développement, c'est-à-dire entre la naissance et 5 ans. C'est une phase cruciale où il faut limiter l'exposition aux écrans aux tout petits pour leur permettre d'avoir un bon développement visuel. Et le troisième effet, c'est un effet pervers que fait l'exposition aux écrans, c'est-à-dire que quand on est exposé aux écrans, on n'entraîne plus l'œil à la vision de loin. Pour se protéger contre ces effets, des mesures existent, nous dit le médecin Abbé Abevi Eli. Il faut déjà observer une petite hygiène en ne s'exposant pas longtemps, mais fondamentalement contre les lumières bleues, régler la quantité de lumière à partir des écrans. Il y a maintenant beaucoup de logiciels, d'applications intégrées au téléphone qui permettent automatiquement de régler la quantité de lumière qui vient. Les écrans d'ordinateur, on peut placer des filtres dessus
pour limiter l'exposition aux écrans. Pour ceux qui sont très exposés, ils peuvent aussi porter des lunettes anti-lumière bleue, des lunettes écran ou des lunettes de confort qui permettent de filtrer la lumière des écrans qu'ils utilisent au travail. Les yeux font partie des organes vitaux de l'organisme. Il est vivement souhaitable de les protéger. Parlons toujours de notre bien-être. La période de mars allant jusqu'à fin mai est la saison des mangues. Nous vous parlions hier de sa conservation. Ce fruit aimé par bon nombre de personnes est un puissant remède contre plusieurs maladies. Les vertus de la mangue avec Alice Berthe Barandao. Oui, la mangue a plusieurs valeurs nutritionnelles. La partie comestible de la mangue contient des fibres qui aident dans la digestion et permettent de brûler les calories. En plus des fibres, la mangue contient la pectine et la vitamine C qui contrôlent le taux de cholestérol sanguin et à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Aussi, une mangue bien mûre a des propriétés aphrodisiaques. Ces propriétés augmentent la virilité, surtout chez les hommes. Sur le plan cosmétique, si vous avez envie d'avoir une belle peau, consommez la mangue. Elle aide à nettoyer la peau en profondeur pour un aspect impeccable et pour sa brillance. Le savez-vous, la mangue renferme aussi des antioxydants qui aident à protéger l'organisme contre le cancer. La mangue bien mûre naturellement contient des nutriments qui luttent contre la sécheresse oculaire et améliorent la vision nocturne. Il est vrai que la mangue est riche en valeurs nutritionnelles, mais consommons-la modérément. Alice Berthe Barandao. Et pour bien profiter de ces vertus, il faut bien nettoyer les mangues avant de les consommer afin d'éviter des maladies. Le Mozambique est aux prises avec l'une de ses plus graves épidémies de choléra depuis plus de 20 ans à la suite du cyclone Freddy qui a balayé le pays fin février. Le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle, atteignant plus de 27 000 dans les 11 provinces du pays d'Afrique australe. Le choléra est une maladie diarrhéique qui se propage souvent par l'eau contaminée. Il est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes. C'est également la journée internationale du vivre ensemble en paix ce 16 mai. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion et de la solidarité entre toutes les cultures et toutes les nations. C'est quoi le vivre ensemble? Nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue. C'est le fait de vivre en communauté, ça rentre un peu dans la citoyenneté. Vivre ensemble, c'est pouvoir respecter les droits des autres, savoir que là où son droit s'arrête, c'est là que celui de l'autre commence. C'est avoir de bonnes relations de voisinage, c'est savoir en prendre soin de la communauté, prendre soin de l'environnement dans lequel on vit et savoir respecter l'autre. Vivre ensemble, c'est d'être en harmonie avec ses frères et sœurs. Vivre ensemble, c'est être ensemble avec la famille, avec ton ami. Le vivre ensemble, j'entends fraternité, ok, parce qu'il faut être fraternel pour vivre ensemble, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues au boulot. Et par fraternité, je dis amour et tolérance. Quels sont alors les éléments qui contribuent à vivre ensemble? Nabara Nafara Noudar nous éclaire. Dans un contexte mondial marqué par la diversité culturelle, ethnique et religieuse, le vivre ensemble se positionne comme une nécessité incontournable pour la construction d'une société harmonieuse et inclusive. Face aux défis que représente cette coexistence pacifique, les efforts se multiplient pour promouvoir la tolérance, le respect mutuel et la valorisation des différences. Le vivre ensemble ne se résume pas simplement à la cohabitation physique, mais implique une véritable reconnaissance et appréciation des identités et des cultures qui composent notre société. Cela requiert également une volonté commune de dépasser les préjugés et les stéréotypes pour favoriser des interactions constructives et égalitaires. L'éducation joue un rôle crucial dans la promotion du vivre ensemble. En mettant l'accent sur la diversité dès le plus jeune âge, les programmes scolaires contribuent à sensibiliser les élèves à la richesse des différences et à développer leur capacité à vivre en harmonie avec autrui. L'apprentissage de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et de la communication interculturelle est essentiel pour préparer les générations futures à un monde de plus en plus diversifié.
Cependant, le vivre ensemble ne se limite pas à l'éducation formelle. Il se construit également à travers des initiatives communautaires, des espaces de dialogue et des événements favorisant les échanges interculturels. Les festivals culturels, les ateliers de sensibilisation et les projets collaboratifs offrent des occasions précieuses de créer des liens, de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer les liens sociaux. Pourtant, le vivre ensemble n'est pas sans défi. Les discriminations, les tensions intercommunautaires et les actes de violence persistent dans de nombreuses sociétés. Pour y remédier, il est primordial de renforcer la législation et les politiques antidiscriminatoires, de promouvoir une égalité des chances réelles et de soutenir les initiatives visant à combattre les préjugés. En conclusion, le vivre ensemble est un enjeu majeur de notre époque. Il nécessite un engagement collectif et individuel pour créer une société où chacun peut s'épanouir indépendamment de son origine, de sa religion ou de sa culture. En promouvant la diversité, en luttant contre les discriminations et en favorisant les échanges interculturels, nous pouvons construire un avenir où le vivre ensemble est une réalité quotidienne et une source de richesse pour tous. Nabara Nafara Noudar, ces éléments qui contribuent à bien vivre ensemble sont des valeurs inculquées en famille, car la famille est la cellule essentielle de la vie sociale. Aujourd'hui, où la technologie et les réseaux sociaux imposent des tendances, l'éducation aux valeurs reste le solide moyen de bâtir un monde meilleur. Quelles sont alors les valeurs que doit incarner une famille? Les réponses avec Léontine Atogima. L'amour, le respect, l'empathie, l'honnêteté, l'autonomie et le pardon sont les valeurs fondamentales dont une famille a besoin pour son épanouissement. Les valeurs sont ces principes qui favorisent la coexistence pacifique. L'éducation des enfants avec les valeurs d'une famille heureuse peut être la garantie que l'avenir soit moins marqué par la violence, la peur ou encore l'incertitude. Mionao Bassa, juge matrimonial au tribunal de Lomé. Chacun d'abord avec ses valeurs. Chaque famille avec ses valeurs. Il appartient aux pères et mères d'inculquer les valeurs les meilleures qu'ils estiment à leur progéniture. Par rapport aux valeurs morales, à mon point de vue, la société est à l'image de ce que les familles sont. Ces valeurs qu'incarne la famille sont importantes. La famille constituant le lieu des expériences les plus intenses et les plus significatives de la vie humaine. La qualité de la vie adulte dépend grandement de la qualité des relations entre les membres de la famille. L'actualité sportive, football, la Ligue européenne aborde dès ce mardi le dernier virage de la compétition. En première demi-finale retour, l'Inter Milan reçoit l'AC Milan. Au plan national, les éperviers dames des moins de 20 ans se mettent dans les conditions de la Coupe UFOA-B U20 cet après-midi à Kégué. Elles seront face aux Amazones du Bénin. Solim Lemon. En prélude à la première édition de la Coupe UFOA-B des moins de 20 ans, le Togo, qui est en stage depuis le 11 mai dernier, joue cet après-midi à 15h au stade de Kégué. Face à face, épervier dames U20 et Amazon U20 du Bénin. Un match amical international qui vient ponctuer le stage de Kpakpo Koumi Théophile et de ses filles. Cette rencontre permettra au staff technique de pouvoir évaluer les éperviers dames U20 et procéder aux derniers ajustements avant le tournoi du Ghana qui aura lieu du 20 mai au 3 juin 2023. Le Togo, dans son groupe, sera face au Nigeria, au Niger et au Burkina Faso. La D2 nationale démarre cet après-midi à 15h pour le compte de la 22e journée. Koroki Metete reçoit CDF Aknour au municipal de Sokodé. Cette journée se poursuivra mercredi avec 5 rencontres. Toujours à 15h au municipal de Sokodé, AS Agoua joue Fouadan Football Club. Akara, Doumbé offre son hospitalité à Arabia Football Club. Au municipal d'Atakpame, Ifodje attend Foukba. Maranata au stade de Womé en découdra avec Kotoko FC, puis Bikinti en déplacement joue à Gaza au stade de Gbonsime. La dernière rencontre est au programme jeudi. La 2 Lonato fera sa mise à jour ce mercredi avec le match en retard de la 22e journée. Entente de Lomé reçoit Asco de Kara au stade de Kégué à 15h. En Europe, ce soir, l'Inter Milan sera face au Milan AC pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue européenne des champions. Les deux clubs totalisent 10 titres dont 7 pour le Milan et 3 pour l'Inter. Mais sur le terrain,
L'avantage est pour l'Inter qui, à l'aller, a battu le Milan par 2-0. Rendez-vous donc ce soir pour connaître le premier finaliste. Dans l'autre demi-finale qui se joue mercredi, le club le plus titré de la compétition, le Real Madrid, se déplace en Angleterre pour y affronter Manchester City, qui n'a remporté aucun titre dans la compétition. Un duel très épique, d'autant plus qu'à l'aller, les deux clubs se sont séparés 2-2, un but partout. Et puis le Brésil a ouvert au public l'imposant mausolée de Pelé. Des administrateurs ont visité hier pour son ouverture au public le mausolée où repose la dépouille de la star brésilienne de football Pelé, décédée en décembre dernier à l'âge de 82 ans. 2 statues dorées du roi Pelé ornent l'entrée du mausolée. Le mausolée spécialement conçu pour la star brésilienne s'étend sur 200 mètres carrés et rappelle un stade de football avec son gazon synthétique et des photos du roi. L'accès se fait par un couloir de 2 mètres de large décoré des photos de l'ancien numéro 10. Il est situé au premier des 14 étages de l'imposant édifice. La dépouille du triple champion du monde repose dans un cercueil doré brillant orné d'une croix. Sur les côtés, 2 panneaux noirs figurent le 1000e but que Pelé avait célébré, le poing en l'air. Les résultats du tirage numéro 45/2023 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 4, 9, 13, 21, 33, 39, 40, 44 et 49, soit 9 matchs nuls. PP 48. Et pour terminer, l'information insolite, un locataire australien donne de l'urticaire à son propriétaire. Insatisfait des prestations de la maison, celui-ci retranche systématiquement chaque semaine 740 €, près de 500 000 francs CFA, sur les 1200 €, soit environ 800 000 francs CFA convenus dans le bail établi sur un an pour la maison de 3 chambres. Il faut préciser qu'en Australie, les loyers se paient à la semaine et non au mois comme cela se fait ailleurs. Le bras de fer porterait visiblement sur de petits détails. Dans un mail envoyé à son propriétaire, le locataire, qui visiblement ne laisse rien passer, mentionne la porte du placard à linge qui grince, que le robinet d'eau froide de la cuisine a une pression trop forte et que le conduit du climatiseur de la deuxième chambre à coucher fait du bruit. Une liste de menus désagréments qui est donc facturée. Le propriétaire, quelque peu dans l'impasse, a déjà fait savoir qu'il ne va pas renouveler le bail. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bel après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Radio Lomé.